docteur Valérie Ménage, qui est neurologue et qui est notamment spécialiste de la maladie de Parkinson. Donc, docteur, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Technique, je ne sais pas comment il faut le prendre. Pour autant, et merci beaucoup de cette invitation, ce qui m'importe aujourd'hui, ça n'est pas d'aborder des considérations techniques, mais justement de porter une voix soignante un peu différente de celle qu'on entend majoritairement comme étant opposée à l'aide à mourir, et une voix soignante qui sait de quoi elle parle, puisqu'elle accompagne des personnes en fin de vie. Et c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que les soins palliatifs, ce ne sont pas que les acteurs de soins palliatifs, et que nous sommes un certain nombre à penser différemment, mais à ne pas avoir d'espace pour pouvoir le poser. Donc je vais lire un texte que vous avez peut-être déjà eu sous les yeux, qui est issu de cette petite brochure qui en fait a donné la parole à ces soignants qui pensent différemment. Et peut-être ce témoignage de mes 25 ans d'exercice de neurologue clinicienne pourra vous apporter quelques éléments pour comprendre mon cheminement à moi, qui ne date pas d'hier, parce que ces demandes, elles ne datent pas d'hier. Donc je vous lis, désolée pour ce côté peut-être un peu moins interactif, mais on aura sans doute l'occasion d'échanger après. Quand on annonce à un patient qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative, il pose souvent la question d'emblée. À quoi va ressembler ma fin de vie ? Le plus souvent, il est animé par la crainte de la dépendance, à laquelle renvoie le spectre de ses affections. Généralement, il pense immédiatement après à ceux qu'il aime et au bouleversement que la maladie peut occasionner dans son environnement. Je ne veux pas être une charge. Et moi, je fais quoi ? Moi, je n'écarte pas cette conversation, même si elle est précoce. Dans le cas de la maladie de Parkinson, qui est ma spécialité en termes d'accompagnement, on va repousser l'avancée de la maladie pendant des années, voire des décennies. Mais j'accepte d'ouvrir ce dialogue sur la fin de vie et sur la mort, parce que les patients, eux, y pensent tout de suite, et que cette pensée peut devenir envahissante, pour peu qu'elle ne puisse pas s'exprimer. Il est de mon devoir d'ouvrir cet espace de dialogue. Au fil des années, mes patients affinent leurs réflexions et peuvent poser leurs limites. Certains m'expliquent fermement qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation qu'ils jugent indigne. C'est leur perception. L'incontinence, par exemple, revient régulièrement. Ils ne veulent pas être incapables de pouvoir aller seuls aux toilettes et de dépendre de quelqu'un. Ils ne veulent pas être incapables de reconnaître leurs enfants. Ils ne veulent pas les recevoir, inertes, au fond d'un lit, le regard vide. Et moi, je fais quoi ? Je peux les inciter à écrire leurs directives anticipées, les informer des risques évolutifs de leur maladie, des possibilités de prise en soin et de leurs limites. Mais que faire quand ils évoquent leur souhait de ne pas vivre le stade avancé, ce stade ultime de grande dépendance, là où la loi Claes-Leonetti, de toutes les manières, bien souvent, ne répondrait pas à leurs attentes. Un patient atteint de maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans me disait cet automne qu'il atteignait ses limites. Il est en effet en train de perdre la parole. Or, pouvoir communiquer est posé comme étant le sens de sa vie. S'il ne peut pas parler, échanger, plaisanter, il refuse de continuer à vivre. Il n'est pas à la fin de sa vie. Il n'a pas de douleur physique. Alors, il va aller en Suisse. Mais moi, je fais quoi ? Un autre patient refuse qu'on l'endorme pour une sédation profonde. Et là, un petit aparté. Encore faudrait-il qu'il puisse y accéder, quand on sait le nombre de refus que certains d'entre eux peuvent recevoir, pas assez en fin de vie, pas assez en souffrance, et un malaise soignant qui ne dit pas son nom quand, pour certains, il est question d'accompagner, d'entendre une demande d'aide à mourir, alors même que la haute autorité de santé nous en a nous en a formellement interdit. Vous ne devez pas accompagner par une sédation une demande d'aide à mourir. Bref, quand on n'est pas capable de lui dire précisément, ce patient, lui, il n'en veut pas de cette sédation, en supposant même qu'il pourrait y avoir accès. Tant qu'on n'est pas capable de lui dire précisément combien de temps ça va durer avant qu'il ne meure, tant qu'on n'est pas capable de l'assurer qu'il ne se réveillera pas,
Tant qu'il ne sait pas exactement ce qu'il va devenir pendant le temps de cette sédation, il la refuse catégoriquement. Il refuse que ses proches le voient se dégrader et souffre de cette agonie qui peut se prolonger pendant 1, 2 semaines. Il veut une injection létale. Et moi, je fais quoi? On oppose souvent l'ambivalence des patients formulant une demande d'aide à mourir pour ne pas légiférer. Dans mon expérience, il s'agit davantage d'une volonté de vivre, les conduisant à repousser sans cesse les limites qu'ils avaient pu établir au préalable, jusqu'au seuil d'une souffrance qui leur devient insupportable. Ainsi, ce patient aujourd'hui grabataire, dépendant pour tous les gestes de la vie quotidienne et qui n'aurait pas imaginé vivre ainsi quand sa maladie s'est déclarée il y a de cela quelques années. Il adore manger. C'est un bonheur pour lui. Or, il sait qu'un jour, il risque de ne plus pouvoir s'alimenter et ne souhaite pas atteindre ce stade ultime de sa maladie pour prétendre à l'accompagnement de fin de vie prévu par la loi Claes-Leonetti. Il a toutes ses capacités cognitives. Son discernement est intact. Il a fait ses directives anticipées. Sauf qu'il ne veut pas aller jusque-là. Et moi, je fais quoi? Ce patient pourrait partir en Belgique, mais il est grabataire. Et sans l'aide de ses proches, sans transport médicalisé, il n'en est pas capable. Or, il n'a ni proches, ni argent pour pouvoir organiser ce déplacement. Alors moi, je fais quoi? Quand un patient me regarde et me dit « aidez-moi », je fais quoi? Dites-le moi. Dites-moi comment dire à mes patients « non, je ne vous aide pas. Je vous ai accompagné jusque-là et maintenant, le médecin que je suis vous abandonne. » Je m'y refuse. Je me refuse de lâcher mes patients au moment où ils expriment cette demande d'aide. Alors je fais quoi? Voilà, c'était ce témoignage que je voulais partager avec vous et vous dire mes inquiétudes par rapport à la proposition de loi en étant neurologue, en sachant que les personnes qui sont atteintes de pathologies neurologiques représentent une part importante des demandes d'aide à mourir. Ce n'est pas la maladie, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent qui est à l'origine de leur demande. Or, ces personnes-là ne sont pas en toute fin de vie pour la plupart, parce que si elles doivent atteindre ce qui initialement était un pronostic vital engagé à moyen terme ou même à un stade très avancé, la plupart ne seront plus en capacité de l'exprimer. Donc moi, ça c'est un des critères qui est pour moi le plus préoccupant en termes d'accès, dans la mesure où on a acté qu'il n'y aurait pas d'accès sur directive anticipée, ce qui peut être contesté, mais en même temps à l'étranger, on voit bien qu'en fait ça représente qu'une très très infime portion de personnes malades qui demandent cet accès sur directive anticipée. Donc il me semble que si on doit réfléchir en termes de si on doit faire évoluer la loi, c'est pour d'abord répondre aux principaux concernés, alors cette réflexion-là, elle doit être posée. Et enfin, un dernier énorme malentendu pour moi, c'est l'exclusion des souffrances psychologiques seules de cet accès à l'aide à mourir. On voit bien quelle était l'intention du législateur, c'était effectivement d'exclure les pathologies psychiatriques. Alors pourquoi ne pas l'avoir écrit comme tel, en excluant la souffrance psychologique, ce qu'aucun pays à l'étranger n'a fait? Ça veut dire qu'on pourrait effectivement exclure les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, les personnes atteintes de maladie de Parkinson, celles que j'accompagne, celles qui me font ces demandes, au motif qu'effectivement, pour bon nombre, c'est sur la base de la souffrance existentielle qu'elles font ces demandes. Donc il y a une incompréhension ici, ou une erreur dans l'écriture, mais quoi qu'il en soit, ce sont ces deux points, moi, qui me préoccupent énormément. Si demain, en réalité, la loi évolue et que les personnes qui viendront me voir seront encore dans l'obligation d'aller à l'étranger, faute de pouvoir être accompagnées en France. Merci à vous.